Nous sommes mercredi 10 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Moussa Mara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima Diombele. Bonsoir Aoui Touré. Avec vous donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'Énergie, sur le rapport du ministre de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté des projets d'ordonnance portant création de l'Agence des énergies renouvelables du Mali, AER Mali, abrogation de l'ordonnance numéro 90-46 PRM du 4 septembre 1990 portant création du Fonds de développement des énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, le Mali s'est engagé dans une politique volontariste de promotion des énergies renouvelables. C'est dans ce cadre que le Centre national de l'énergie solaire et des énergies renouvelables, CNESolaire, a été créé en 1990 avec pour mission le développement des énergies renouvelables, l'inventaire de potentialités de ressources d'énergie renouvelables, la recherche appliquée, la vulgarisation des technologies adaptées, la formation et l'encadrement des groupes d'artisans. Pour remplir les missions du centre, il a été créé par ordonnance numéro 90-046 PRM du 4 septembre 1990 un fonds de développement des énergies renouvelables. Mais le centre s'est trouvé très vite confronté à un certain nombre de contraintes liées à l'inadéquation de son statut avec ses missions, la faiblesse de la dotation budgétaire, l'inadaptation des procédures de financement de l'État avec les activités du centre qui ont freiné son développement. Il apparaît aujourd'hui nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale adoptée en 2006 de trouver une alternative au financement du développement des énergies renouvelables et de revoir le statut du CNESolaire afin de lui conférer une autonomie de gestion, ce qui lui donnerait une plus grande capacité de proactivité par rapport aux sollicitations des acteurs du sous-secteur des énergies renouvelables. Les présents projets de texte ont été élaborés dans ce cadre. La création de l'agence sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique et technologique permet de disposer d'une structure de veille technologique et de recherche-développement capable d'adapter les nouvelles technologies au contexte national, de faire des innovations, générer des ressources et de drainer les financements intérieurs et extérieurs. Le projet d'ordonnance abroge l'ordonnance numéro 90-46 PRM du 4 septembre 1990 portant création du Fonds de développement des énergies renouvelables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'économie et des finances, inspecteur à l'inspection des finances, M. Amadou Diarra, inspecteur des finances, M. Kassari Moukoro, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, directeur des finances et du matériel, M. Suleiman Djonkunda Dambélé, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, inspecteur à l'inspection de l'équipement et des transports, M. Amadou Aldjouma Touré, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'énergie, directeur des finances et du matériel, M. Mohamed Fofana, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Culture, directeur des finances et du matériel, M. Bandjou Baradji Touré, inspecteur des impôts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions du rapport d'étape au 30 juin 2014 relatif aux résultats intérimaires cumulés des contrôles fiscaux des entreprises visées par le comité mixte de renseignement et d'investigation économique et financière. Dans le cadre de l'amélioration des systèmes de collecte, de traitement, de diffusion et d'exploitation des renseignements en vue d'élargir l'assiette fiscale, le comité mixte de renseignement et d'investigation économique et financière a procédé à la collecte et au croisement des informations sur les importations des années 2009, 2010, 2011 avec les chiffres d'affaires déclarés au niveau de la Direction générale des impôts par les importateurs.
Cet exercice a permis de constater qu'environ 81% des importateurs visés sur une liste de 1000 présentaient des présomptions de minoration des chiffres d'affaires au regard du volume de leur importation. Ces minorations ont été estimées à 500 milliards de francs CFA. L'exploitation des conclusions du comité à la date du 14 février 2014 a permis à la Direction générale des impôts de faire des émissions de 24 milliards 575 millions de francs CFA et un recouvrement de 9 milliards 78 millions de francs CFA et un reste à recouvrer de 15 milliards 497 millions de francs CFA. Ces résultats ont été jugés faibles au regard des montants des minorations supposées et il a été constaté par la suite que les bases de calcul des 500 milliards de minorations présentaient quelques insuffisances. En dépit de ces insuffisances, il a été reconnu que les renseignements fournis par le comité sont des facteurs d'accroissement des recettes de la DGI. À ce titre, il a été demandé au comité d'élargir le centre d'intérêt aux entreprises adjudicataires de marchés publics aux années 2012 et 2013. L'exploitation des conclusions du comité à la date du 30 juin 2014 a permis à la Direction générale des impôts de faire des émissions de 33 milliards 16 millions de francs CFA et un recouvrement de 13 milliards 390 millions de francs CFA et un reste à recouvrer de 19 milliards 618 millions de francs CFA. Il y a lieu de souligner une augmentation notable en termes de recouvrement et de reste à recouvrer par rapport à la situation au 14 février 2014. Les poursuites sont en cours en vue du recouvrement des sommes dues. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2014. Conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires, la mise en compétition des emplois à pourvoir fait l'objet d'une diffusion sous la forme d'un avis officiel d'appel aux candidats. L'appel à la candidature a été lancé par un communiqué du 20 juin 2014. Ce communiqué a été modifié pour prendre en compte certaines spécialités de la santé et des traducteurs-interprètes. Les concours se déroulent sous la responsabilité des gouverneurs les 8, 10, 11, 16, 18 septembre 2014 dans les centres de Caille, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Bamako. 25 672 candidats ont été enregistrés pour 1132 emplois mis en compétition. Ces concours concernent toutes les catégories A, B, C et presque tous les secteurs: santé, finance, développement rural et environnement, industrie et mines, construction civile, administration générale, informatique et statistique. Le Conseil des ministres a en outre entendu une communication relative à la reprise du dialogue avec l'UNTM. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la contribution du Mali au sommet climat prévu en septembre 2014 à New York. Dans le cadre de la contribution aux travaux des conférences des parties à la Convention sur les changements climatiques prévue à Lima, au Pérou, en décembre 2014 et Paris, décembre 2015, le Mali annoncera 5 programmes prioritaires dont l'exécution nécessitera la mobilisation de plus de 500 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années 2015-2019. Il s'agit du programme d'aménagement forestier pour la restauration des écosystèmes dégradés, du programme pilote de développement d'une agriculture intelligente et résiliente au changement climatique, du programme national d'aménagement pastoral et résilient au changement climatique, du programme d'action nationale de gestion intégrée des ressources en eau, du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Au plan institutionnel, notre pays va s'engager à mettre en place courant 2015 un Conseil supérieur du développement durable sous l'autorité du président de la République. Le Conseil fera périodiquement l'évaluation annuelle des ressources et des moyens dédiés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au renforcement de la résilience. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire. Sur la base des éléments fournis par le Comité permanent de gestion des épidémies, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné
la situation épidémiologique, particulièrement sur la fièvre Ebola. À ce jour, aucun cas de décès pour cause d'Ebola n'a été enregistré. Les 21 cas suspects déclarés ont fait l'objet de prélèvements qui se sont tous révélés négatifs à l'examen. Le comité permanent de gestion des épidémies s'est réuni régulièrement en vue d'évaluer l'efficacité de la prévention et les réponses aux épidémies sur l'ensemble du territoire national. Voilà, oui, Touré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima Djombele, vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal. Je vous le disais dans le titre, Forum économique mondial, le président de la République, en tant qu'invité d'honneur de ce forum, a animé un panel intitulé « Infrastructures impératives ». Sur la question, le chef de l'État a fait un survol des difficultés liées au financement en Afrique selon sa vision, avant de parler des opportunités d'investissement dont dispose le Mali. Les participants à ce panel ont salué les efforts du Mali pour la stabilisation du pays, ce qui constitue pour eux une garantie pour les investisseurs. Envoyés spéciaux Abdou Salam Bambara et Amadou Sankaré. Au 7e Forum économique mondial de Davos d'été de Tianjin, les organisateurs ont retenu 100 panels sur divers sujets. Parmi les panélistes, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État, au cours de son exposé, a entretenu l'auditoire de financement innovant, de l'identification et de la préparation des projets, mais également des mécanismes d'atténuation des risques pouvant sérieusement affecter ces projets en Afrique. Évoquant spécifiquement le cas du Mali, le président Keïta a parlé des opportunités qu'offre notre pays en matière d'investissement. Nous avons des atouts. Nous sommes le 3e producteur d'or en Afrique. Nous avons également une capacité de production cotonnière qui nous place parmi les meilleurs sur le continent également. Je pense que cela, nous avons un peuple travailleur qui est très motivé. Et nous avons également un système hydraulique, hydro-agricole qui nous donne un atout fabuleux en termes de croissance agricole. Nous avons l'Office du Niger qui a été imaginé dès les années de 1932 avec un barrage, le barrage de Mankara, qui est un système d'irrigation avec une capacité d'aménagement d'1 million d'hectares environ, en riziculture ou en d'autres spéculations. Il y a des atouts, Mali, il y a des atouts. Il reste que l'approche est difficile en raison notamment de contraintes politiques, notamment la situation dans le nord de notre pays que nous essayons aujourd'hui d'apaiser. Nous sommes dans les pourparlers avec les groupes armés en Alger pour trouver une solution pacifique, stabiliser le pays, parce que l'investissement a besoin de stabilité. L'investissement a besoin de paix. Répondant aux questions du modérateur sur les mécanismes d'atténuation des risques pouvant bloquer les projets, le président de la République se prononce. Nous sommes beaucoup partisans du système PPP, public-privé, dans le partenariat. Ça permet de réduire les risques, en tout cas de les partager. Et cela est très important pour nous. Nous avons également essayé des systèmes tels que le Build Operate and Transfer. Nous avons là des problèmes sociologiques. Nous avons essayé de l'expérimenter dans une de nos régions, notamment un pont. On a mis un pont qui était essentiel pour le passage vers le Sénégal. Mais les populations ne sont pas habituées à payer ce qui est public. Dans un environnement où aujourd'hui mondial, ce n'est pas uniquement les pays africains. On le voit, le phénomène est dans le monde entier. Les phénomènes de terrorisme, les phénomènes d'enlèvement et autres, nous n'avons plus l'apanage de cela. Dans d'autres régions du monde également, cela s'est produit. Dans notre cas, à nous, il est heureux de faire le constat que rarement la communauté internationale aura été aussi consciente des enjeux concernant une région telle que le Sahel, telle que le Mali. C'est à l'unanimité que la communauté internationale d'abord a volé à notre secours, car notre pays a été subverti par des terroristes. Juste après cet exercice, le chef de l'État a eu des échanges avec le fondateur et président du Forum économique mondial Davos, le Suisse Klaus Schwab.
Des investisseurs chinois vont construire pour le Mali 24 000 logements sociaux et réhabiliter le réseau ferroviaire Bamako-Dakar long d'environ 1000 km. Et les documents relatifs à ces deux projets ont été signés lors de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les différents entrepreneurs. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. C'est le président du conseil d'administration de l'entreprise China Machinery and Engineering Company qui a été le premier patron à être reçu par le président de la République. Cette société, qui a une expérience de près de 40 ans dans la construction de bâtiments et autres travaux d'envergure, va construire au Mali 24 000 logements sociaux. Cette rencontre avec le président malien va nous aider pour l'avancement du projet de 24 000 logements au Mali et ainsi que d'autres projets dans le domaine de transport et infrastructure. Le président malien a aussi il veut aussi qu'on puisse coopérer dans le domaine énergie. On espère que le peuple malien puisse connaître davantage la Chine et le peuple chinois. Après le projet de réalisation de la voie ferroviaire Conakry-Kankan-Kita-Bamako signé ce mardi à Tingen, voilà qu'un autre partenaire s'engage à réhabiliter le chemin de fer Bamako-Dakar sur plus de 1000 km. 到马里大约1000多公里。我们中铁建呢，就是从铁路提速到更新改造。En fait, les projets de chemin de fer au Mali, c'est bien la ligne de chemin de fer existante de Bamako à Dakar. En CRCC, on vient de signer l'année dernière les MOU avec les deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement malien et le gouvernement sénégalais. Cette ligne de chemin de fer totalise plus de 1000 km. Donc CRCC a envoyé 2 fois les délégations techniques pour des visites sur site. Et maintenant, on a déjà fini les études de faisabilité sur le chemin de fer de Bamako à Dakar. D'autres protocoles d'accord sont attendus comme celui relatif au 4e pont de Bamako. Journée très chargée pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a également eu des entretiens avec le Premier ministre chinois. Au cours des échanges, les deux personnalités ont fait un tour de la coopération entre le Mali et la Chine. Le chef du gouvernement de la République populaire de Chine a fait plusieurs annonces en faveur de notre pays. Il s'agit notamment de l'augmentation du quota de bourses d'études de 180 à 600 par an et la construction de plusieurs structures de formation professionnelle. Nous reviendrons plus en détail sur cet entretien que le président de la République a accordé au Premier ministre chinois dans nos éditions de demain. Ici au Mali, fini les vacances citoyennes. Lancées il y a de cela un mois à Kona, elles ont été un véritable creuset de citoyenneté et de brassage culturel. Des milliers de pieds d'arbres plantés, des écoles et des maisons de jeunes réhabilitées. Un bilan plus qu'élogieux pour des jeunes volontaires dont la seule arme reste la volonté et l'esprit de partage. La cérémonie de clôture de ces vacances citoyennes a été le théâtre d'une grande mobilisation et c'était sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara, notre reporter Alousseni Touré. Unis, ils ont bâti, les jeunes du Mali ont respecté leur devise. Unis! Unis! Vive les bâtisseurs. Nara, la grande ville du Sahel occidental, par la voix de son maire, demande à être électrifiée, attend le bitumage de la route qui la relie à Djigeni et des infrastructures d'accueil. C'est justement cette ville qui a accueilli les jeunes du Mali qui clôturaient leurs vacances citoyennes, une initiative du gouvernement qui aura tenu toutes ses promesses. Ils ont travaillé pour la reconstruction de centres de jeunes, mais également ils ont planté, ils ont formé, ils ont sensibilisé, ils ont assaini et à l'arrivée, je pense que ce soit de Djabali, Kona, Nyoro, Nara, partout où ils sont passés, ils ont laissé une bonne impression et un bon engouement patriotique.
8000 pieds d'arbres plantés, plusieurs écoles communautaires et autres maisons des jeunes ont été réhabilitées. On ne compte pas les causeries débats organisés à l'intention des jeunes pour les sensibiliser sur les maux actuels comme le VIH-Sida. Un mois durant, vous, les jeunes participants, vous avez creusé, pioché, crépi, peint, construit des murs. Vous avez planté environ 6000 pieds et réhabilité 2 maisons de jeunes. Mené des activités socio-éducatives, sportives et culturelles. Ainsi donc, après Konna, Diabali et Nyoro du Sahel, ce regroupement des jeunes du Mali a fini par prendre ses quartiers à Nara, berceau du royaume de Ouagadougou. Jeunes du Mali, je voudrais que ces rappels de notre histoire commune et diversifiée vous inspirent et guident vos pas dans la construction de votre personnalité. La thématique des vacances citoyennes 2014 est en phase avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à travers une politique volontariste d'investissement dans la jeunesse, largement exprimée dans son projet présidentiel, le Mali d'abord. Cette politique est soutenue par un certain nombre d'actions. L'éducation comme facteur décisif de socialisation de la jeunesse, l'emploi des jeunes et leur insertion socio-professionnelle, l'encouragement et la maîtrise accélérée des TIC, technologies d'information et de communication, afin de faciliter l'insertion dans le processus de mondialisation de la jeunesse. Question. À quand la prochaine édition des vacances citoyennes? Inch'Allah, en 2015, je l'espère que ce soit avec nous au niveau de la jeunesse ou quelques autres ministres. Je me dis, on ne change pas une expérience gagnante. Plus que jamais ici à Nara, jeunesse aura rimé avec citoyenneté. Et ce ne sont pas les populations de Nara qui diront le contraire. Elles ont été témoins des réalisations de cette jeunesse pendant de bons moments. Le Royaume des Pays-Bas et l'Union européenne respectent l'intégrité territoriale et l'unicité nationale du Mali. Ils rejettent et condamnent fermement les rumeurs relatives à la reconnaissance d'ambassadeurs du MNLA. Ces fausses informations sont notamment diffusées sur le web et malheureusement relayées par certains médias maliens. Sur le sujet, nous vous proposons d'écouter le chef de la délégation de l'Union européenne ici au Mali et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Tous les deux sur le micro de Ibrahima Traoré. Cette initiative, c'est une initiative privée. On a un bâtiment aux Pays-Bas où on a un avertissement que c'est une nouvelle ambassade du monde pour la Zawad. Mais ce n'est pas quelque chose nous reconnu. Donc c'est un bâtiment, mais pour les Pays-Bas, nous avons tout le temps respecté l'intégrité du Mali. Nous avons des relations avec le Mali et le gouvernement malien. Et les relations diplomatiques sont faites par votre ambassade, l'ambassade du Mali à Bruxelles. C'est le point de contact pour nous. Donc il n'y a aucune relation diplomatique avec un groupe qui représente de la Zawad. Mais c'est seulement à nous, comme l'ambassade, mais aussi au niveau du gouvernement, de dire qu'il y a seulement un canal pour avoir des contacts diplomatiques, et c'est avec les structures gouvernementales et donc l'ambassade du Mali à Bruxelles ou par notre ambassade à Bamako avec les autorités à Bamako. Vous savez très bien que les ambassades s'établissent entre États. Il n'y a pas d'État à Zawad. Donc s'il n'y a pas un État à Zawad, il ne peut pas avoir une ambassade. Le web raconte beaucoup d'histoires, mais ces histoires ne sont pas toujours vraies. Dans ce cas, vous savez que dans les accords de Ouaga, tous les partis qui ont signé ont accepté que le Mali reste intégré et uni. Et donc, un Mali intégré et uni ne va pas avoir de représentation à l'étranger. Et aucun pays européen, aucune instance européenne travaille pour la division du Mali ou travaille avec une ambassade d'un État qui n'existe pas. Le message que nous on souhaite que les discussions en Alger, c'est pour parler arrive à un résultat constructif, pour que le Mali reste uni, pour un Mali florissant,
et pour un Mali qui va vers demain, pour un meilleur demain que pour hier. Voilà, et ce communiqué de l'ambassade des Pays-Bas pour appuyer ce que viennent de dire les deux ambassadeurs suite aux interpellations publiques en réaction aux photos de New World Embassy à Zawad qui circulent sur les réseaux sociaux. Les Pays-Bas tiennent à préciser qu'il s'agit d'une initiative politico-culturelle privée et non d'une ambassade officielle et accréditée. Les Pays-Bas souscrivent à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Mali, dont les relations extérieures avec les Pays-Bas sont dûment représentées par son ambassade à Bruxelles. Audience à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a reçu l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines et le regroupement IBK Mali 2012. Compte rendu, Isaac Tchenou. L'association malienne des gestionnaires des ressources humaines est la première à être reçue par le président de l'Assemblée nationale. Cette organisation pour la défense des intérêts des professionnels des ressources humaines dans notre pays est dans la dynamique d'organiser une grande rencontre du DUCOR à Bamako. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée ce matin pour l'informer de la mission que la Confédération africaine des gestionnaires des ressources humaines nous a confiée, à savoir l'organisation des 18e journée africaine des gestionnaires des ressources humaines les 18, 19 et 20 novembre prochains à Bamako. Notre association s'est engagée dans ce défi en se fondant sur le soutien de l'ensemble du peuple malien. L'Assemblée nationale étant la représentation nationale, nous ne pouvions pas ne pas venir en parler à Monsieur le Président, prendre ses conseils et également demander son soutien. Ensuite, place est faite au regroupement IBK Mali 2012. Ce regroupement dirigé par le professeur Mamadou Kassa Traoré est venu féliciter l'hémicycle pour son travail de contrôle de l'action gouvernementale. Quand on voit la pratique aujourd'hui du contrôle de l'action gouvernementale, la diplomatie parlementaire au niveau de l'Afrique et du monde sont autant de faits qui prouvent que les choses sont en train de changer. Nous avons ajouté aussi le fait, le débat qu'il y a actuellement au niveau de l'Assemblée, le peuple malien est témoin. Chacune des organisations a assuré de la volonté manifeste du président de l'Assemblée nationale à jouer pleinement sa partition dans la recherche de solutions aux différents problèmes que connaît notre pays. Restons à l'hémicycle. La Commission des affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine organise un atelier sur la diplomatie et politique extérieure du Mali. L'harmonisation des points de vue sur les différentes actions internationales en faveur du Mali est l'objectif visé, nous dit Youssouf Diakité. L'organisation de cet atelier par la Commission des affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale vise l'atteinte de certains objectifs fixés par les autorités. Il s'agit de la contribution au développement social et économique du Mali à travers une gestion efficace et mieux coordonnée des actions internationales en faveur du Mali. Avec la crise que nous avons traversée, c'est un peu délicat pour le Mali. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre, un certain nombre d'activités à faire pour que le Mali puisse conduire sa diplomatie comme avant la crise, peut-être même plus. Et dans cette conduite-là, il y a aussi le Parlement qui doit jouer son rôle. Il s'agit de faire la part des choses entre le travail de diplomatie au niveau conventionnel, on va dire, au niveau des affaires étrangères, et la diplomatie parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale ici. Pour atteindre ces objectifs, disent-ils, tous doivent s'inscrire dans la dynamique de gagner la paix et la stabilité sociale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain jeudi 11 septembre et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations relatives à des projets de loi intéressants la vie de la nation. Nous venons juste de l'apprendre, le Premier ministre chinois a annoncé aujourd'hui même un don de 18 milliards de francs CFA, alors sans condition, en faveur du Mali et un prêt de 8 milliards de francs CFA sans intérêt. Ces annonces ont été faites lors de la rencontre que vous avez vue d'ailleurs sur ces images, la rencontre avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui est en séjour en Chine.
Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, est élu face à la presse. Mohamed Ali Bachili entendait informer les journalistes de l'expropriation de 700 hectares de terre du village de Sirakoro, Niaré, dans le secteur de Kati, et d'une tentative d'accaparement de 120 hectares de terre non loin de Koulikoro. Ces expropriations faites par des agences immobilières ont été menées en toute illégalité, j'allais dire, selon le ministre de la Justice. Des actes qui interpellent fortement les autorités et doivent être jugés et corrigés afin que force reste à la loi. Mohamedou Doumbia était présent à ce point de presse. L'accaparement et l'expropriation effrénée des terres de culture, la confection des titres fonciers, souvent à l'insu même des propriétaires coutumiers, voilà le triste tableau qui constitue aujourd'hui un grand danger pour notre société. Le village de Sirakoro-Niaré, non loin de Kati, qui vient d'être exproprié de 700 hectares de terre par une agence immobilière, en est une parfaite illustration. Voilà la quintessence du contenu de cette conférence de presse animée par le ministre de la Justice. La semaine dernière, les habitants de Sirakoro-Niaré m'ont expliqué que des terres appartenant à leur village, à certains habitants de leur village, ont été immatriculés en titre foncier, dont 700 hectares, je dis bien 700 hectares, ont été donnés à une seule personne. La loi ne prévoit pas qu'on donne 700 hectares à une personne par uniquement les autorités domaniales et préfecturales. Au-delà de 10 hectares, les dossiers doivent passer en conseil des ministres. Mais pour éviter cela, on fait des morcellements de 10 hectares, on cherche des prête-noms, on va leur faire des cartes d'identité et on donne des titres fonciers à chacun de ces prête-noms-là. La société ou l'individu intéressé par les centaines d'hectares écrit quelque part qu'elle a acheté avec ces personnes tous les 10 hectares que chacun d'eux a reçus. Un autre cas litigieux d'expropriation de 120 hectares dans le secteur de Koulikoro a été aussi évoqué. Le manque de collaboration à des fins d'enquête pour éclaircir ces affaires nébuleuses pose problème. Les fonctionnaires qui se mettent d'accord pour empêcher que l'État atteigne ses objectifs de justice, en l'occurrence. Les services de police judiciaire qui ne veulent pas, des administrateurs qui ne veulent pas donner des documents. Au nom de quoi ne veulent-ils pas donner? Au nom de quoi? En réponse aux questions des journalistes, le ministre en concluant est formel. Il faut que force reste à la loi, car avec ces accaparements de terres, de culture, la vocation agro-silvo-pastorale de notre pays est menacée. Je vous le disais dans le titre, c'est parti ce matin au Centre international de conférence de Bamako, des travaux de la session de formation conjointe dénommée Campus international Mali 2014. Des centaines d'avocats du barreau de Paris et de pays francophones ont pris part à cette rencontre et le slogan de cette rencontre est reconstruire le Mali par le droit. Garibou Pérou était présent. Campus international des barreaux des pays francophones s'exporte au Mali. Les avocats ne sont pas venus ici à Bamako pour un plaidoyer, mais pour se perfectionner. Les propos introductifs de la conférence ont porté sur la parole de l'avocat au service de la défense de la liberté. La parole dans le prétoire est un élément majeur dans le respect des droits de la défense. Dans la défense, qui est assurée grâce à la parole de l'avocat, il y a tout à la fois un effort de conviction à faire vis-à-vis des magistrats, mais il y a aussi un effort de compréhension. On essaye de comprendre la situation de son client. Et c'est un effort essentiel pour avoir une bonne justice. Lorsque l'avocat s'exprime dans un cadre juridique et qu'il met en avant sa qualité d'avocat, sa liberté d'expression doit respecter les obligations, je dirais, de dignité, de délicatesse
de sa profession. Dans le prétoire ou hors du prétoire, la parole de l'avocat se veut resserrée, efficace et précise, car elle est celle du client qui a besoin de la défense. Le monde aujourd'hui est planétaire et universel et on ne peut pas de Bamako simplement exercer dans un contexte uniquement malien. Et tout cela fait aujourd'hui qu'on ne peut pas en tant qu'avocat malien rester uniquement à Bamako pour faire son droit, pour exercer, parce que simplement le client vient de Bamako, mais une ramification à Abidjan, à Dakar et probablement à Londres et à Paris. Et tout cela fait aujourd'hui que nous sommes des avocats, nous devons nous former, nous devons suivre nos clients, nous devons être très très alertes justement sur les besoins et les attentes de nos clients. L'avocat est un éternel étudiant. Notre profession ne s'accommode guère de la routine, tant le droit est évolutif, tant chaque situation est particulière, chaque dossier est un cas, et chaque procédure est pratiquement unique. Donc ça nous oblige constamment à nous remettre à jour. Délocalisé pour la première fois en Afrique, ce campus international de Bamako vise à instruire sans relâche les avocats. Il s'agit des avocats qui ont juré de remplir dignement la mission en veillant au respect strict des règles de leur ordre et de ne jamais s'écarter du respect dû à la justice et aux institutions. Le programme de ces assises prévoit des modules axés sur les pratiques professionnelles. L'ambassadeur des États-Unis au Mali, Marie-Berthe Léonard, a signé hier avec les leaders et membres d'associations et d'ONG des accords de financement de projets. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des communautés, à renforcer la démocratie et le respect des droits de l'homme dans notre pays. Boubacar Sissoko, compte rendu. Cette cérémonie de signature de conventions et de remise de fonds d'appui consacre le lancement des activités annuelles de l'ambassade des États-Unis au Mali. Des activités qui couvrent 3 programmes. Il s'agit du programme d'auto-assistance de l'ambassadeur, du fonds pour le soutien des programmes de promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme, et le fonds de soutien aux femmes africaines pour la paix et la sécurité. Le montant global des appuis est de 143 millions de francs CFA. Les subventions de cette année soutiennent un grand éventail de projets initiés par les communautés, allant des programmes de formation sur la prévention du paludisme au creusement de puits pour fournir de l'eau à une garderie d'enfants. Il nous plaît de soutenir pour la toute première fois au Mali un programme dans le cadre du Fonds de soutien aux femmes africaines pour la paix et la sécurité. Les bénéficiaires du fonds sont des leaders, des membres d'associations et d'ONG de Bamako, Kai, Ségou et Gao. Les 143 millions de francs CFA sont octroyés pour soutenir l'économie locale, la bonne gouvernance et la démocratie. Le premier projet, c'est le projet de prise en charge psychologique des familles des victimes. Et le second projet, c'est le projet AGR. En fait, beaucoup de parents des victimes ont été traumatisés par la suite de la disparition de leurs proches. Donc, ils ont besoin d'un psychologue. D'autres ont perdu leur emploi. C'est la raison pour laquelle on a monté le projet AGR aussi. L'ambassadeur a souligné que la pérennisation des activités soutenues relève de la responsabilité des bénéficiaires. Plus de 10 milliards de francs CFA, on vous le disait hier, donc plus de 10 milliards de francs CFA, c'est le montant des 16 projets retenus sur les 17 grands présentés à la conférence internationale des investisseurs à Dubaï sur le thème investir dans l'UEMOA. La plupart des projets retenus sont surtout des projets régionaux de développement comme les infrastructures routières, ferroviaires ou encore le domaine alimentaire avec l'aménagement de 7000 hectares de bas-fonds dans l'espace UEMOA. Pour le Mali, 5 projets d'un montant de 200 milliards de francs CFA ont été retenus. Il s'agit là d'infrastructures hydrauliques, agricoles et ferroviaires. La délégation malienne à ces assises de l'UEMOA à Dubaï est conduite par Abdelkarim Konaté, ministre du Commerce. Nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré et Tchédje Kamara. À l'issue d'une journée riche en marketing et en plaidoyer, aussi bien de la part de nos institutions financières, BOAD, BCAO et UEMOA, que de nos chefs d'État présents, face à un nombre important d'investisseurs internationaux, 16 projets sur les 17 grands ont été retenus. Il s'agit entre autres des infrastructures routières qui relient certains pays de l'UEMOA, la construction de centrales solaires dans 5 pays, dont le Mali, la réhabilitation et la construction de chemins de fer,
Dakar-Bamako-Ouaga, Niger, l'aménagement de 7000 hectares de bas-fonds dans les 8 pays, ou encore l'aménagement de Kandjourou à l'Office du Niger. Le montant de ces investissements s'élève à plus de 10 000 milliards de francs CFA. Les différentes préoccupations des investisseurs, à savoir la stabilité, les garanties des investissements, ont trouvé leur réponse dans l'engagement ferme des chefs d'État qui ont mis en avant la volonté politique ferme des États soutenue par les grandes réformes en cours ou déjà établies en matière de réglementation commune des 8 États. Toutes choses qui mettront fin aux lourdeurs administratives et feront de l'Afrique et de la zone UEMOA le continent du futur, comme l'a si bien dit le ministre d'État aux investissements des Émirats arabes unis. Migration vers le numérique, technologie de l'information, moteur de développement, des thèmes qui sont développés au cours du premier salon international de technologie de l'information et de la communication. Les travaux ont débuté à N'Djamena, au Tchad, durant 3 jours. Des experts et autres intervenants du secteur de nouvelles technologies et de l'audiovisuel vont échanger sur ces questions de développement. Cette rencontre est une initiative du ministère de la Communication du Tchad et la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Tchad, Idriss Déby Itno, qui avait à ses côtés les présidents mauritaniens et nigérians. Envoyés spéciaux à N'Djamena, Moussa Fane et Samba Dagamaïssa. Passage au numérique, fibre optique, la technologie large bande, bref le numérique en révolution. Ces sujets qui constituent aujourd'hui des défis dans plusieurs pays africains sont développés au cours du Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC, placé sous le thème « Faire des TIC le moteur de développement durable ». La rencontre réunit pendant 3 jours des créateurs, des professionnels de l'audiovisuel, du web et de la communication venus des pays d'Afrique. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, notre compatriote Amadou Touré, a salué l'engagement des autorités africaines pour le développement des TIC. La jeunesse africaine aujourd'hui a cette opportunité et elle doit la saisir. Je dois dire que dans tous les pays aujourd'hui, dans le continent africain, il y a eu un développement phénoménal de cet outil-là et il faut en faire un bon usage. J'encourage donc les gouvernements, à partir de l'Union internationale des télécommunications, j'encourage les gouvernements à mettre en place les politiques nécessaires pour que l'investissement vienne dans le domaine des TIC. L'objectif du CITIC est de faire découvrir les innovations technologiques des jeunes Africains, un espace qui devra permettre aux experts africains d'échanger et de se projeter dans le futur. Les nouvelles technologies constituent une priorité pour l'OIF. Nous avons une stratégie à l'horizon 2020 qui a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Kinshasa en 2012. Cette stratégie est offerte à l'ensemble des pays membres de la francophonie et ce salon cadre bien avec cette stratégie-là. Je voudrais ici préciser que cet important projet de CATI est dédié aux jeunes Africains pour les jeunes Africains, en vue de promouvoir l'invention, l'innovation et la production dans le domaine des TIC et de l'audiovisuel. En marge de ce salon, il est prévu des conférences débats sur la transition vers la télévision numérique terrestre, TNT, en Afrique subsaharienne. Le Salon international des technologies, de l'information et de la communication regroupe 25 pays d'Afrique. Le ministre des Maliens de l'extérieur a procédé au lancement de la Fédération des associations des migrantes. Avec l'appui de l'Espagne, l'association a été créée pour une intégration socio-économique des femmes expatriées désirant investir au Mali. Mariam Sagara. La plateforme d'atterrissage des femmes migrantes sur le navire Maliba est aujourd'hui fonctionnelle et c'est le ministre en charge des Maliens de l'extérieur qui a jeté l'ancre du grand bateau dans l'océan du développement socio-économique de notre pays. Et son capitaine s'appelle Karambé Rukia Diara. Elle a des ambitions pour la construction de l'édifice national par les femmes migrantes. L'organisation n'est pas féminine, elle est mixte. Il y a plus d'hommes que de femmes. Mais nous avons vu qu'en aidant les femmes, en créant des activités génératrices de revenus, en prenant une femme qui entretient 10 personnes, on s'est dit qu'au bout de ce projet, on a 300
personnes qui sont prises en charge. Il y a eu un grand nombre qui ont été rapatriés avec la crise de la Côte d'Ivoire. De ce jour à maintenant, c'est toujours un flot qui arrive. Le département a souhaité que les associations se mettent ensemble pour faire une seule entité. Cette fédération de l'association des femmes migrantes bénéficie dans un premier temps de l'appui de la CEDEAO et de l'Espagne. C'est important que les jeunes ici au Mali aient la possibilité d'avoir un développement digne, un développement intégral. Le ministre engage et encourage ces associations pour leur initiative. Ce projet permettra d'accompagner 30 migrantes de retour en renforçant leur capacité par la formation et en favorisant leur réinsertion dans les activités génératrices de revenus comme le maraîchage, la transformation et la pisciculture. Très enthousiaste, le ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les expatriés pour faire de leur slogan une réalité, c'est-à-dire une nouvelle synergie pour un capital humain de la diaspora malienne. Le quartier sans fil en commune 2 doit être viabilisé, un sujet partagé par le gouverneur du district de Bamako et les populations de la localité. Le projet a une durée de vie d'1 an. Son coût est estimé au minimum à 400 millions de francs CFA. Le gouverneur a visité la décharge des ordures de Médina Koura et celle de Badalabougou. Partout, le problème de santé publique se pose avec acuité. Alpha Meiga était de la visite. Le gouverneur du district de Bamako est en visite de terrain. Un quartier où les premiers habitants sont installés il y a plus de 50 ans selon une source municipale. En ce moment, viabiliser le quartier, la question ne se pose plus. Vous voyez comment, dans quelle situation précaire les gens vivent. C'est incroyable, inimaginable. Ça dépasse tout entendement. Mais la solution structurelle, c'est vraiment la viabilisation du quartier. Ce tissu a besoin d'être redressé, géographiquement parlant, pour permettre aux eaux de trouver leur voie jusqu'au niveau du fleuve. Pour la réalisation de ce projet, tout semble être fin prêt. Nous avons travaillé sur le quartier TSF comme modèle de quartier vraiment qu'il faut aménager. Nous, on avait estimé à 400 millions pour vraiment viabiliser le quartier. Et ça, c'est le minimum. Durant un an. Autre lieu, autre constat. Cette montagne en miniature d'ordures. Pire, des femmes, des enfants fouillent partout. Des ordures. C'est nous qui l'avons généré. C'est insultant pour nous-mêmes. Et ensemble, nous insultons tout le monde. Donc, il nous appartient effectivement de développer des capacités. Il n'est pas aisé de vivre avec les déchets. Les déchets, c'est la santé des enfants, des plus faibles d'entre nous. Sur la colline de Badlabougou, 20 000 mètres cubes de déchets, c'est la quantité des ordures déposées ici. Hygiène, assainissement, bref, le problème de santé publique. Une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Surtout en cette période de saison pluvieuse. Le mouvement national populaire Sauvons le Mali, MNP, a organisé dimanche dernier un point de presse au conseil de cercle de Caille pour expliquer ses opinions sur les questions d'intérêt national. L'occasion a été toute trouvée pour présenter les objectifs du MNP et des actions qu'il a menées dans le cadre de la résolution de la crise malienne et la réconciliation nationale. Mahamadi Aliou Bari. Organisé par le mouvement national populaire Sauvons le Mali, ce point de presse s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Il a pour terme le mouvement national populaire Sauvons le Mali et ses opinions sur les questions d'intérêt national le Mali. Ce point de presse a permis aux hommes de médias et à la population caïsienne d'être largement informés sur les objectifs du mouvement et sa contribution à la résolution de la crise institutionnelle et sécuritaire malienne. Ce point de presse à Caille le départ d'un processus que le mouvement national populaire Sauvons le Mali engage, un processus visant à faire le tour des régions du Mali, sensibilisant la population malienne, les organisations de la société civile, pour se mettre dans une dynamique commune, rassemblant toute la communauté dans sa diversité
toutes les organisations autant qu'elles puissent être engagées pour la cause nationale afin d'engager ensemble le processus de la réconciliation, de la cohésion pour sauver la République. Les présidentes de la FENACOF et de l'association Al-Karama ont saisi cette occasion pour appeler les associations féminines de Caille à s'investir pour la résolution de la crise malienne. L'un des messages forts que l'on retient de ce point de presse, c'est éviter l'amalgame entre rebelles et personnes de peau blanche. La composition de la salle en est une illustration parfaite. Les objectifs de ce mouvement sont entre autres préserver l'unité nationale du Mali, sensibiliser le peuple malien sur l'enjeu de la stabilité et de la paix pour inciter la société civile à une plus grande implication dans le traitement des questions d'intérêt public. À quelques jours de la rencontre des experts et ministres en charge de la biosécurité au Burkina Faso, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain monte au créneau. Le point focal national a organisé une conférence de presse au siège de l'association des organisations professionnelles paysannes. Compte rendu Mamari Poney. L'introduction des OGM, organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture ouest-africaine, constitue une grande inconnue et suscite de sérieuses inquiétudes. C'est du moins l'avis de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène. Dans une déclaration liminaire, la coalition a donné sa position sur l'avant-projet des règlements portant sur la prévention des risques biotechnologiques en Afrique de l'Ouest. Ces règlements, faut-il le rappeler, sera au centre des travaux de la réunion des experts du 15 au 16 septembre prochain et celle des ministres en charge de la biosécurité le 18 septembre à Ouagadougou. Ce qui est soulevé par beaucoup de gens, ce sont les risques liés à la santé. Il y a des études qui montrent bien aujourd'hui, avec le professeur Réali et d'autres qui l'ont fait, Plouzaï de l'Angleterre avant lui, que l'utilisation des produits transgéniques peut créer une déstabilisation du système immunitaire des personnes, qui a un développement de cancer, qui a des phénomènes d'infertilité qui peuvent émaner de l'utilisation de ces produits. L'action de la Copagène vise, selon les conférenciers, à influencer positivement le contenu du cadre communautaire de biosécurité pour qu'il prenne en compte les préoccupations de la protection de la biodiversité et de la santé humaine. La Copagène demande à la réunion des ministres sectoriels qui se tient le 18 septembre 2014 à Ouagadougou de rejeter le règlement au profit des directives pour légiférer sur les OGM dans la sous-région. Créé en 2004, le point focal de la Copagène au Mali anime des espaces citoyens autour de l'utilisation des OGM. En 2012, le Mali a connu une crise dont les effets se ressentent jusqu'à aujourd'hui. Et pour se souvenir, l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako a monté un opéra-ballet intitulé Maoula ou la Renaissance culturelle du Mali. Le spectacle rappelle la diversité culturelle nationale. L'œuvre écrite par Dr Fodé Moussa Sissoko est mise en scène par Lamissa Traoré, directeur du Kotiba national. Et cet opéra-ballet rend également hommage à l'éminent homme de culture Youssouf Tata Sissé. Cet opéra-ballet qui a duré 90 minutes avait pour cadre le palais de la culture Amadou Ampatiba de Bamako. Moudibou Soiré revient sur les temps forts de ce ballet-opéra. Cet opéra-ballet relate l'histoire glorieuse des enfants de Maoula, leur unité qui va s'effriter peu à peu à cause de l'irresponsabilité et de l'insouciance des dignitaires, les gardiens du temple de Maoula. C'est alors que les enfants d'Eshadash, ces haineux pleins de rancune immonde, parviennent à les vaincre pour instaurer leur loi de désolation sur les terres de Maoula. Maoula, c'est l'un des noms initiatiques du vautour. Et quand on regarde l'armoirie du Mali, on a la maison style soudano-sahélienne et on a deux arcs bien bandés sur l'armoirie. Mais on a également en troisième élément un grand oiseau qui plane au-dessus de cette maison. Et ce grand oiseau-là, contrairement à ce que certains pensent, c'est un vautour. Ce n'est pas un aigle. Ces envahisseurs vêtus du turban de la honte et du déshonneur, selon l'auteur, s'adonnent à tous les excès, jusqu'au jour où des enfants de Maoula, leurs amis et leurs compagnons s'unissent pour chasser ces spoliateurs de terres nobles. L'idée de Maoula est venue à travers ce qui est arrivé au Mali, la crise que nous avons traversée et les nombreuses interrogations que tous les Maliens se posaient.
et les difficultés qui ont suivi tous les problèmes que nous avons vécus. Cet opéra ballet comprend 4 tableaux relatifs à la grandeur de Maoula, troubles et décadence, règne des enfants de Shadash, paix et réconciliation a été bien apprécié par le public. Ça reprend ce que nous demandons, la réconciliation nationale, la paix, c'est ce que nos gens cherchent à Alger. À la fin, les enfants de Maoula et leurs ennemis d'hier se retrouvent grâce à la renaissance culturelle sur les terres de Maoula pour célébrer leur unicité dans la diversité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal, et puis journal que nous ne pouvons pas refermer sans vous donner le score du match Algérie-Mali qui se joue actuellement à Blida en Algérie. À la 65e minute, le score est toujours vierge, 0 but partout. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Demain 10h-13h, Kadia Toukone. Excellente nuit à tous, au revoir.